à une population ou à des personnes. Mais entre les deux, il y a justement cette nuance qu'il est intéressant de trouver chez Kant, je termine, réputé précisément le plus rigide des moralistes. Il y a également dans la même page, qui est la page du Libération, je le signale pour ceux qui voudraient s'y reporter sur Internet, du Libération, du vendredi 3 juin 2011, à côté de cet article de Mathieu Botte-Bonneville, que je vous recommande, et dont je fais la publicité, un article de Jean-Luc Nancy, qui est intéressant, auquel j'adhère aussi, mais d'une autre manière, parce qu'il dit au fond, on parle beaucoup trop de sexe, et ces malversations relativement au sexe n'ont que le malencontreux effet de cacher les enjeux politiques, de les dissimuler complètement, de faire que toute la politique est transformée en une sorte de vaste débat des infractions d'ordre sexuel et qu'on en oublie les enjeux politiques fondamentaux, ce qui fait effectivement le lit du populisme, du Front National, de tout ce qu'il y a de plus déplaisant dans les partis, les mouvements politiques français, et au nom précisément de ce déballage et de cette clameur à tous azimuts de tout ce qui est accompli dans le domaine sexuel. Mais là, il jette un peu, peut-être, le voile sur le fait qu'il y a, malgré tout, quelque chose de très intéressant qui fait que porter les questions sexuelles sur le devant de la scène politique n'est pas du tout quelque chose qui est malvenu, parce que c'est plutôt la séparation qui a été accomplie et qui est devenue une sorte de dogme absolu entre les deux, qui a fait que le domaine politique est devenu une abstraction séparée de tout l'ensemble des autres préoccupations de la vie. Abstraction qui a été mise en honneur en particulier par Hannah Arendt en séparant l'homme privé et l'homme public, peut-être aussi un petit peu chez Rancière, qui fait du citoyen quelque chose qui est une sorte d'entité qui est supérieure et qui est extérieure à l'homme vivant, à l'homme dans sa vie commune, et qui est faite un petit peu de tout, qui était faite à la fois de sa participation aux affaires communes, mais en même temps de sa vie privée. Les philosophes, au nom de cette séparation, ne s'intéressent plus sérieusement qu'aux questions politiques et ne s'intéressent pas aux questions sexuelles. Alors que précisément, chez Fourier, qui a mis à sa place un peu de second ordre les préoccupations d'ordre politique, les questions sexuelles, c'était de la recherche d'un ordre sexuel, ou comme il dit, d'un nouveau monde amoureux, où c'est Sade, lorsqu'il appelle les Français à être plus républicains, en justement n'opérant pas cette coupure, mais en regardant du côté de ce qu'il considère comme des crimes sexuels ou des infractions sexuelles, s'il n'y a pas aussi quelque chose qui intéresse l'ordre républicain. Il est en français encore un effort, si vous voulez être républicain, et il y a quelque chose qui montre que cette division, cette coupure moderne de l'homme d'une part citoyen, l'homme privé, n'est pas tellement exacte, et qu'elle, d'ailleurs, est mise à mal, et que les hommes politiques ou ceux qui sont habitués à la politique ne savent plus du tout comment s'en sortir au moment où des affaires de l'ordre de celles de Dominique Strauss-Kahn ou celle à laquelle fait allusion de façon malveillante Luc Ferry émergent dans le domaine politique. On ne sait plus du tout comment s'en sortir. Et on est amené aux solutions
les plus artificiels et les plus classiques. Or, ce que Constantin doit exposer rapidement aujourd'hui, ou tout au moins dont il doit exposer les grandes lignes, c'est un petit peu cela, c'est-à-dire de quelle façon il peut y avoir une manière philosophique et politique de traiter du domaine de la sexualité. Est-ce que ce sont des choses qui sont séparées totalement, ou bien est-ce que ça interfère, et est-ce que la philosophie peut se mêler de porter de ses regards dans ce domaine, au lieu de le réserver au domaine à part dans lequel de la pratique des mœurs, dans lequel la philosophie n'a pas son mot à dire. Donc c'est un petit peu cela qui serait traité aujourd'hui, non pas d'une façon, je pense, systématique, parce que le sujet ne s'y prête pas, mais tout au moins en traçant un certain nombre de lignes de recherche, de lignes de prospection dans ce domaine. Moi-même, j'en avais d'ailleurs dit quelques mots, je le rappelle à Constantin en te passant la parole. Je vous remercie, René Serrer. Encore un merci à Lionel Soucaz et à vous tous pour votre présence. Moi, je vais continuer dans la même veine. Mon point de départ est un article écrit par vous. Il s'agit d'un article paru dans votre œuvre Paris sur l'impossible, et plus précisément dans une partie intitulée Utopie amoureuse. Cet article est à mon avis un texte très important pour mes recherches, parce qu'il porte précisément sur la question de la sexualité moderne. Si je fais un effort de condenser les choses pour être clair, la thèse de René Serrer est qu'il n'y a pas de sexualité en soi, mais de dispositif. Et quand on parle de dispositif, cela renvoie à des zones différentes. Il s'agit du discours, il s'agit aussi des pratiques politiques, il s'agit en plus de tactique, etc. Donc, premièrement, je voudrais vous interroger sur ces points-là. Je vous posais 2 ou 3 questions pour me répondre. Et puis, je vais développer, excusez-moi, 2-3 points qui sont quelques lignes de recherche, quelques points de repère pour mon travail de thèse. Bon, eh bien, écoute, je te remercie, Constantin. Je te remercie d'autant plus que, étant grec, tu manies d'une façon tout à fait remarquable, en peu de temps, la langue française, à la fois par écrit et par oral, ce qui est tout à fait remarquable. Donc, j'en tiens compte, évidemment. Je voudrais répondre très rapidement à ta question, en me référant moi-même d'ailleurs à un article effectivement
que j'avais écrit et inséré avec des modifications assez importantes dans ce livre qui s'appelle Paris sur l'impossible, paru en 89 ou 90, et qui traitait de questions sous le signe de l'utopie. En effet, ça s'appelle utopie amoureuse, dans lequel j'ai repris et développé un article qui avait été fait à propos d'une intervention à un colloque organisé en Espagne par Fernando Savater, qui avait pris comme titre de ce colloque qui avait lieu à Santander, c'est ça, Fernando Savater, qui a écrit Philosophia et Sexualidad, mais je ne sais pas si, non, j'y interviens pas là-dedans. Ah si, René Scherer, si. Ah mais c'est ça, je sais pas comment tu l'as eu, je ne l'avais pas du tout, ça avait eu lieu à propos d'un colloque de Santander en Espagne qui s'appelait La Philosophia se desabrocha. La philosophie se déboutonne. Donc il disait la philosophie va se parler de sexualité, sinon se débraguette, enfin se déboutonne en français, ça veut dire suffisamment. J'avais tenté une sorte de description un petit peu de ce panorama d'une philosophie qui prend le problème de la sexualité, on pourrait dire par les cornes, et c'est encore mauvais jeu de mots, et qui s'appuie, sans le faire d'une façon explicite, parce que j'ai pas beaucoup pensé à Michel Foucault, mais enfin qui s'appuie quand même en arrière-fond sur la proposition que l'on peut lire dans La volonté de savoir de Michel Foucault, qui est le premier tome, comme vous le savez, d'une histoire de la sexualité. C'est pas une philosophie, c'est une histoire de la sexualité, qui est l'insertion de la sexualité dans un dispositif. C'est-à-dire comme le dit Constantin, il n'y a pas de sexualité, il n'y a que des dispositifs de sexualité. C'est quelque chose que l'on oublie toujours. On oublie toujours dans la vie courante, dans le journalisme également, puisque tous les problèmes de sexualité sont pris comme des absolus, alors que que la sexualité, même dans son vécu le plus profond, est toujours vécue à travers ces dispositifs.